Pour ce podcast, De main en main reçoit Timothée Paric, un docteur en économie qui ose parler de décroissance et de déconsommation. Mais comment devient-on en France un économiste décroissant? Moi, j'ai eu de la chance, à partir de mon deuxième master, quand je suis allé en Suède, et de mon doctorat, de m'ouvrir un petit peu à l'économie pluraliste, d'apprendre, d'aller chercher des nouvelles boîtes à outils, et aussi de faire un petit peu d'histoire, d'anthropologie, de sociologie économique, voilà, d'aller chercher d'autres choses. Et quand on fait ça, on se rend vite compte que l'économie, c'est un petit peu comme un chantier en Lego. On peut vraiment la déconstruire, la reconstruire. Il n'y a pas de loi naturelle. On peut faire beaucoup de choses. Et il y en a beaucoup des économistes aujourd'hui qui parlent de déconsommation. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, il n'y en a pas beaucoup. Les bonnes nouvelles, il y en a de plus en plus. Pour comprendre pourquoi il n'y en a pas beaucoup, je pense que c'est lié à l'organisation de la profession. Moi, j'ai étudié l'économie depuis le départ à l'université, depuis ma première année de licence. Donc, j'ai bien vu que quand on t'enseigne l'économie, on t'enseigne une forme d'économie, donc ce qu'on appelle l'économie néoclassique. C'est une école de pensée dans les sciences économiques, mais il y en a 6 autres. L'économie écologique, l'économie féministe, institutionnelle, marxienne, tout ça. Mais ça, on ne nous l'apprend pas. Donc, bien sûr, quand tu te fais une licence, un master, peut-être un doctorat en plus d'économie néoclassique qui t'apprend tous les jours dans chaque cours que les individus sont égoïstes, les marchés sont la meilleure institution pour allouer les ressources, la croissance économique constitue le vecteur de prospérité pour les nations, oui, au final, quand on parle de décroissance, tu ne comprends pas. Quand on parle aussi d'une organisation économique non marchande, tu ne comprends pas. Vu que toute l'économie que tu as appris, c'est une économie de marché. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que les médias ont tendance à n'inviter que ces économistes qui représentent un petit peu, qu'ils ont l'habitude d'inviter, donc les économistes néoclassiques, et ils vont avoir les pseudo-débats, donc entre la personne qui va penser qu'il faut avoir un marché complètement libre et l'autre personne qui va penser qu'il faut avoir un marché un peu moins libre, donc le néolibéral et le keynésien, mais les deux vont penser qu'il faut bien sûr augmenter la croissance économique. Et donc il faut ouvrir les médias à ces discussions qui existent de manière très spécialisée dans des livres, dans des journaux lus par les chercheurs ou les activistes. Et il faut apporter un petit peu ces discussions pour ouvrir le débat. Et les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors voilà, 52% des Français déclarent qu'il faut complètement, et là je cite, complètement revoir notre système économique et sortir du mythe de la croissance infinie. Ça, on a quand même la moitié des Français. Bon, à côté de ça, il y a 93% des Français sur la même question qui pensent que notre modèle économique est à revoir en partie ou complètement. Et donc, c'est 52% qui pensent qu'il faut tout revoir complètement. Les 48% restants vous diront que ça coûte trop cher la déconsommation. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner économiquement? L'effet sur les budgets publics de la décroissance en général, je pense que vu que la croissance aujourd'hui dans un pays comme la France est majoritairement soutenue par ce qu'on appelle des dépenses compensatoires, c'est-à-dire que on vient se protéger contre des méfaits de la production du passé. Donc, je ne sais pas, par exemple, je ne me sens pas en sécurité sur la route, donc j'achète un 4x4. Bon, la solution, ça serait de se sentir en sécurité sur la route. Et je pense que la pandémie va vraiment nous aider à passer le pas, de se dire que la prévention coûte moins cher. On le sait pour la santé, mais c'est aussi vrai pour la santé publique. Donc, les affaires liées au changement climatique, les affaires liées au mal-être au travail. Moi aussi, j'ai vu passer des chiffres sur le coût d'une dépression. Et des dépressions au burn-out, c'est des phénomènes qui sont en augmentation en ce moment. Quand on se retrouve confronté au coût d'une dépression, on se rend compte que ça ne vaut pas du tout la richesse qui a été créée à travers être chauffeur de Deliveroo pendant 8 mois. Si ça va causer une dépression, coûte très cher. Donc, pareil pour s'adapter à la pollution de l'air, de l'eau, s'adapter aussi à une dégradation de la situation sociale. On habite dans un quartier où tout le monde se connaît, où on va à la fête des voisins, où on joue aux échecs chez l'un chez l'autre, des choses comme ça, des activités conviviales, sobres, bas carbone. On habite dans un quartier où personne ne se fait confiance, où on ne peut pas sortir. Le divertissement devient des vacances loin, du Netflix, la consommation au centre commercial. Donc là encore, on se rend compte que
beaucoup des dépenses qu'on pense être des dépenses de routine sont des dépenses compensatoires liées au mal-fonctionnement de l'économie en général. Donc là encore, aspect préventif, si on arrive à résoudre la création de ces problèmes dès le départ, peut-être qu'on va venir économiser toute une part des budgets publics aujourd'hui. C'est le premier point. Le deuxième point, et l'un des points les plus importants, c'est quand on parle de déconsommation, il ne faut pas mettre tout le monde à la même enseigne. Aujourd'hui, les émissions, elles sont concentrées, la consommation, elle est concentrée, donc la plus grande consommation, elle va être faite par les hauts revenus, et bien sûr, ça va libérer un pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat, il ne va pas se retrouver libre dans l'air. C'est un pouvoir d'achat qui devrait être capturé à travers la taxation pour être redistribué. Donc, de la même manière, le slogan « La première décroissance, c'est celle des inégalités ». Ici, on ne pourra pas faire face à la crise climatique, à aucune crise écologique d'ailleurs, si on ne fait pas face à la crise première du capitalisme, qui est la crise des inégalités. Donc déjà, avant même de penser comment les gens dépensent, quel genre de produits il va falloir taxer ou quoi, non. Redistribution des revenus et des richesses et introduction d'institutions qui permettent de mettre des limites aux inégalités. Moi, je pense par exemple au salaire maximum, au salaire maximum ou même au revenu maximum. Bon, ben voilà, ça a été une victoire d'avoir un salaire minimum. Je pense que l'étape d'après, c'est d'avoir un salaire maximum qui sera défini comme par exemple 10 fois le salaire minimum, comme c'est déjà le cas dans certaines coopératives, comme c'est déjà le cas dans l'économie sociale et solidaire, comme c'est déjà le cas dans certaines institutions publiques. Et bien, une généralisation de cette logique dans les entreprises privées pour être sûr que quoi qu'il se passe, on n'ait pas ces grandes inégalités de pouvoir d'achat qui peuvent mener à une consommation à outrance chez les hauts revenus et une sous-consommation chez les bas revenus. Donc ça, c'est le deuxième point. Il y a un troisième point aussi qui est lié à comment on vient taxer la consommation. Parce qu'aujourd'hui, la TVA, c'est une taxe régressive. Parce qu'on sait que les bas revenus consomment plus en proportion de leur richesse que les hauts revenus. C'est normal, il y a quand même une limite de ce qu'on peut manger, du nombre de jeans et de voitures qu'on peut acheter. Donc les hauts revenus épargnent une grande partie de leurs revenus alors que les plus pauvres le dépensent complètement. Donc proportionnellement, les pauvres contribuent beaucoup plus, encore une fois en proportion, et ce qui est important d'un point de vue de justice sociale, aux revenus de la TVA. Donc ça, pour changer ça, organisons un grand processus démocratique pour redéfinir des nouveaux braquets de TVA. Ça fait depuis longtemps que certains proposent d'avoir une TVA à 30% sur les produits de luxe. Et bien voilà, on pourrait faire ça. En organisant plusieurs catégories de TVA, celle à 0% pour les biens de première nécessité. Ensuite, on peut garder celle à 5%, avoir quelques braquets intermédiaires et une famille extrême pour les biens de luxe. Et là, on pourrait réorganiser la totalité de ce qui est consommé aujourd'hui en France sans changer les revenus fiscaux liés à la TVA. Pourquoi sommes-nous encore aussi addicts à la consommation ? Ce que nous dit le capitalisme à travers la publicité, c'est qu'il n'y a pas de seuil de suffisance. C'est que la consommation est une histoire linéaire d'augmentation, de corrélation parfaite entre pouvoir d'achat, consommation et bien-être. Alors que les promesses de la consommation matérialiste, de l'abondance de produits marchands, du pouvoir d'achat à gogo, sont des promesses vides. Et là, les psychologues nous l'avaient déjà dit à l'époque, c'était Tim Kasser qui avait écrit The High Perils of Materialism, les grands dangers du matérialisme, où il avait montré que psychologiquement, cette addiction à la consommation aussi nous rendait anxieux, compétitifs, individualistes. Ça crée un paradoxe du choix, un autre concept du psychologue américain Barry Schwartz. Ça nous donnait tellement d'options à choisir qu'en fait, on passait plus de temps à se sentir anxieux de qu'est-ce que je vais choisir et ensuite d'avoir un regret post-décision. J'ai acheté cette voiture, mais j'aurais pu en acheter 30 autres. Est-ce que c'est la bonne voiture? Je regrette des choses comme ça. Donc, la société de consommation, je pense qu'elle a atteint des limites. Mais vu qu'on s'est accoutumé à certaines habitudes de consommation, même si ça vient avec ses méfaits, si ça s'arrête d'un coup, on va sentir un espèce de vide. Comment on compense ce vide? Avec du lien social. On retombe sur le slogan de la décroissance que j'aime beaucoup, moins de biens, plus de liens. Et c'est pour ça que
C'est fondamental aujourd'hui, non seulement d'investir dans la connaissance, dans la culture, dans toutes ces choses qui sont très peu énergivores et matériovores, mais qui peuvent nous rendre heureux et remplacer un petit peu les habitudes de consommation, mais de le faire ensemble. À la fois parce que arrêter de consommer, c'est difficile tout seul, hein, de même manière que quand on organise un groupe des alcooliques anonymes, on ne fait jamais ça tout seul. Donc les alcooliques anonymes, c'est un groupe, et ben nous aujourd'hui, on a besoin d'avoir voilà, les alcooliques de la consommation anonyme. Une fois qu'on a monté ce club, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'un côté, il faut arrêter le tabassage publicitaire. Il y a quelques victoires, mais moi j'aimerais voir l'équivalent de la loi E20 qui avait été interdit certaines formes de publicité sur l'alcool et la cigarette pour les produits à haute intensité écologique, à commencer par les SUV. J'aimerais voir une interdiction des publicités dans les lieux publics comme on a eu dans la ville de Grenoble. J'aimerais voir une interdiction de la publicité concernant tous les produits pour les enfants. Ça, encore une fois, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe en Suède depuis des décennies. En Suède, il est illégal de faire de la publicité pour des produits ciblant des consommateurs de moins de 12 ans. C'est normal. C'est des enfants. Ils ne devraient pas avoir à subir les influences de publicitaires adultes qui essayent de les enrouler à forcer leurs parents à acheter des trucs. Donc là, il faut qu'on accélère un petit peu le pas et qu'on vienne généraliser ces choses-là. Retirer la publicité de l'espace public, la retirer aussi d'Internet et interdire certains types de publicité, limiter d'autres, taxer d'autres. Il y a plein d'instruments économiques pour le faire. Donc d'un côté, il faut réduire le tabassage publicitaire et d'un autre côté, il faut augmenter la connaissance pour avoir des meilleures habitudes de consommation. De la même manière que quand on a introduit, comment ça s'appelle déjà? Vous savez cette petite échelle là de A à F sur la qualité des produits alimentaires. Donc là, les discussions sont sur avoir le même étiquetage carbone pour tous les produits. Je pense que c'est nécessaire, et pas seulement carbone, mais un étiquetage empreinte eau, empreinte matérielle, empreinte carbone, pour arriver à faire cette grande différence entre les produits qui sont vraiment très intenses en ressources naturelles et les autres, pour arriver à nous aiguiller vers recréer des pratiques de consommation qui soient plus soutenables. Donc ça, c'est l'étape d'après. Voilà, on réduit la publicité, on augmente un petit peu notre autonomie de consommation. Et ça, c'est mon aspect préféré. On retrouve un petit peu à ce que John Stuart Mill, le philosophe anglais, appelait l'art de vivre, ce qui est pour moi l'objectif d'une économie. L'économie, c'est l'organisation collective de la satisfaction des besoins. Donc on se met d'accord pour créer des institutions, pour travailler, produire, faire des choses, avoir assez de nourriture, un logement qui fonctionne, mais ce n'est pas le but de l'existence. Le but, c'est d'arriver à faire ça en le moins de temps possible pour que sur le reste du temps, on puisse faire de la poésie, faire de la politique, je puisse jouer aux échecs, lire des romans dans mon hamac, aller peindre, aller faire du surf, toutes ces choses-là qui constituent ce que John Stuart Mill appelait l'art de vivre. Donc aujourd'hui, il faut aussi qu'on réinvente un art de vivre qui soit déconnecté, indépendante de la consommation de marchandises. Si on vient décortiquer un petit peu chaque acte de consommation, et là encore, si on fait de l'économie anthropologique, un acte de consommation, c'est juste l'utilisation d'un produit pour satisfaire un besoin, on se rend compte que c'est des actes limités à chaque fois. Donc, si on arrête les pressions productivistes à travers la publicité, l'obsolescence programmée, l'incitation à l'achat, les crédits à la consommation, tout ça. Et bien sûr, à côté de ça, je reprends ce que j'avais dit au départ sur créer des pratiques collectives de simplicité volontaire. Là, on a, je pense, une assez bonne chance de créer une culture de la consommation qui soit beaucoup plus juste et soutenable. Nous sommes donc nombreux à les vouloir, mais comment démocratiser ces solutions? Et moi, je me souviens d'un petit café, d'une coopérative qui s'appelait les Augustes quand j'habitais à Clermont-Ferrand, qui était devenu un petit peu le forum démocratique populaire de la scène alternative clermontoise, où on pouvait y aller et il y avait tout un mur avec une vingtaine de journaux alternatifs comme ça. Moi j'aimerais que dans chaque quartier il y ait un endroit, c'est pas seulement, ce serait avoir un endroit où les gens puissent se concerter, discuter et ça soit des points de rassemblement
où on puisse trouver des espèces de bibliothèques, de petites bibliothèques comme ça, populaires, de la même manière qu'il y a les... Comment ils appellent ça je sais qu'en anglais, c'est Tiny Library, mais vous avez les petites bibliothèques là qu'on met à la place du marché, une petite maison, une petite niche, et chacun met ses livres, on peut les emprunter, comme ça. Bon, bah ça, c'est une jolie institution quand même de réciprocité. Bah, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un petit peu un même système pour les médias alternatifs, donc de créer plutôt des réseaux locaux, conviviaux, physiques, d'approvisionnement d'informations qui ne soit pas seulement une connaissance individuelle où on paye son truc pour juste savoir et apprendre tout seul, qui est un petit peu une version néolibérale de la participation à la société, on apprend tous et ensuite dès qu'on a une opinion, on vient la partager à travers le vote. Non, mais plus une connaissance organique où c'est justement à travers ces médias indépendants et alternatifs qu'on vient discuter, qu'on vient interagir. C'est des médias qui rassemblent, où on peut justement apprendre ensemble. Donc moi, je soutiens bien sûr à 100% votre initiative. Ce podcast a été présenté par Demain en main. Demain en main, ou DEM, est un projet de collectif citoyen pour la médiatisation massive des alternatives. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur Facebook à la page Demain en main. Musique par Elliot Doucy.